Bonjour à tous et bienvenue pour cette soirée un peu particulière. Donc, je me présente, je suis professeure Valéria Martinez, présidente de la SFETD, c'est-à-dire la Société française d'études et de la douleur. Et nous sommes à la veille de notre congrès national qui a lieu tous les 2 ans, et tous les 2 ans à Lille. Et nous attendons 1500 personnes. Donc, c'est la première fois que notre société ouvre ses portes au grand public. Et donc, je suis ravie que cette soirée ait vu le jour, parce que nous l'avons rêvé, nous l'avons travaillé, et ça s'est fait. C'est donc avec beaucoup de fierté et de joie que j'ouvre cette soirée et que je vais introduire ces premières conférences-débats autour de la douleur et de la prise en charge de la douleur. Donc, ces conférences ont pour objectif d'éclairer nos concitoyens, vous éclairer sur la douleur, la thématique de la douleur, sa prise en charge. Et donc, notre société savante, la SFETD, affiche ainsi clairement sa volonté de sensibiliser, éduquer, informer et de partager nos connaissances scientifiques de façon ludique et décalée au plus grand nombre d'entre vous. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une société savante qui est pluriprofessionnelle. On rassemble des médecins, des infirmiers, des psychologues, des chercheurs. Et ce soir, pour vous, des médecins, des chercheurs, des infirmiers vont quitter leur blouse et se mettre dans la peau d'un artiste pour une soirée, pour partager leurs connaissances, leur expertise autour de la douleur. Et nous partageons, il faut savoir, cette première expérience en France et que nous avons été accompagnés par le réseau québécois des jeunes chercheurs qui sont parmi nous. Et donc, vous allez reconnaître très facilement, vous allez voir. Et pour l'animation de cette soirée, je suis avec Nathalie Holnet, qui dirige la Fondation Apicil et qui nous soutient depuis plusieurs années à la SFETD. Oui, merci Valéria. Alors, quelques mots sur la Fondation Apicil. Donc, cette fondation existe depuis 18 ans. Notre objet et unique objet est la lutte contre la douleur, douleur physique, douleur psychique, la douleur à tous les âges de la vie. Et donc, le travail d'une fondation, c'est d'être à côté d'eux, avec ceux qui font. Et nous, notre travail, c'est donc d'accompagner les soignants, accompagner les chercheurs, accompagner les médecins, les infirmières, pour leur dire c'est possible encore aujourd'hui, même si parfois c'est compliqué, de mener des projets, d'avoir des idées, d'être innovant. Et une fondation est à vos côtés, la Fondation Apicil. Nous étudions tous les ans donc, les projets qui parviennent à la Fondation. Environ 150 chaque année parviennent à la Fondation. On en financera plus de la moitié. Et cela va permettre d'accompagner la recherche. 50% de notre budget est consacré à la recherche. On va financer des formations techniques complémentaires pour leur donner une place dans les lieux de soins. Quand on parle techniques complémentaires, on va parler de l'hypnose, de l'acupuncture, de la sophrologie, de ces techniques qui ont aujourd'hui une place reconnue dans le soin et notamment dans le traitement de la douleur. Donc aujourd'hui, plus de 800 projets sont financés par la Fondation Apicil dans tous les CHU français, la majorité des centres hospitaliers. Et donc, c'est avec beaucoup de joie que j'accompagne, en représentant la Fondation Apicil, le congrès de la SFETD, l'équipe dynamique qui est menée de main de maître par le professeur Valéria Martinez, très dynamique, qui fait beaucoup de choses pour améliorer la prise en charge de la douleur. Alors ce soir, vous allez voir quelque chose d'un petit peu particulier, c'est très innovant de faire cela, et on vous souhaite une excellente soirée. On va là-bas. Il est professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke. Il est chercheur et directeur de l'axe d'autonomisation du Centre de recherche sur le vieillissement. Et il est directeur du groupe de recherche sur les aînés, la neurostimulation et la douleur au Québec. En tant que chercheur sur la douleur, il est payé pour créer des douleurs et faire mal aux participantes et aux participants qui viennent à son laboratoire. Mais quel travail tout de même! Mais est-ce que tout le monde peut ressentir la douleur? Alors nous accueillons Guillaume Léonard pour souffrir à ne pas pouvoir le dire. Bonjour, bonsoir tout le monde. Il me fait plaisir de vous présenter ici Thérèse. Vous reconnaissez déjà l'accent. Alors Thérèse qui, jusqu'à 1 an, demeurait encore chez elle, entourée de ses enfants et de ses petits-enfants. Malheureusement, il y a 1 an, Thérèse a reçu un diagnostic.
maladie d'Alzheimer. Elle vit maintenant dans un centre pour personnes âgées, un centre pour aînés, où ses enfants et ses petits-enfants viennent encore la voir. Elle a beaucoup changé ces derniers temps. Elle qui était agréable, d'un tempérament enjoué, collaborative, elle est maintenant agressive avec le personnel soignant. Sa petite fille, Sarah, qui étudie dans le domaine de la santé, croit que les douleurs de sa grand-mère pourraient peut-être être la cause de ses comportements agressifs. Lorsqu'elle en parle aux gens qui l'entourent, probablement pour la rassurer, ces gens lui disent de ne pas s'en faire, que probablement, de toute façon, avec la maladie d'Alzheimer, sa grand-mère ne ressent plus la douleur. Mais Sarah n'est pas convaincue. Elle se pose la question, est-ce que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et qui sont incapables de communiquer leur douleur, verbalement, oui, peuvent souffrir de douleur? Évidemment, la façon simple de répondre à cette question serait de questionner directement les gens concernés. On vient de le voir, par contre, malheureusement, pour certaines de ces personnes, surtout dans les stades avancés de la maladie de Parkinson, plusieurs perdent la capacité à communiquer verbalement. Alors, que faire? Une des solutions peut être de regarder différents marqueurs que nous étudions dans le domaine de la douleur. Par exemple, les comportements orientés vers la douleur, des expressions faciales. Un exemple de ça, et si vous voulez voir un exemple d'expression faciale de douleur, je vous recommande de regarder un match de soccer ou de foot, que vous dites ici en France. Alors moi, je suis ici en France depuis un certain temps, je suis en sabbatique, et j'ai eu l'occasion d'aller voir un match de foot il n'y a pas si longtemps. Et moi qui est habitué au match de hockey, où ça cogne dur, des coups d'épaule et ça frappe, les gens restent debout, stoïques, impassibles. Mais j'ai vu ce genre de comportement-là, donc après avoir reçu un petit coup sur le tibia, les gens qui s'effondrent et on voit l'expression de douleur dans leur visage. Alors c'est un exemple comme ça de comportement de douleur. Et on peut étudier ça en laboratoire. Il y a même des grilles, des outils qui ont été conçus pour documenter ces expressions faciales, ces comportements de douleur. Alors, on peut faire ça avec les gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, dans des cas où ces gens-là pourraient être dans des situations douloureuses. Ce qu'on peut faire également, c'est regarder des mesures électrophysiologiques, comme par exemple la fréquence cardiaque, les battements du cœur. On sait normalement qu'en présence de douleur, les battements cardiaques vont s'accélérer. Notre fréquence cardiaque augmente. Alors, on peut mettre des électrodes et venir mesurer ces réponses. On peut aussi mesurer ce qu'on appelle la réponse électrodermale. Qu'est-ce que c'est que ce terme complexe qu'on se donne entre chercheurs? En fait, c'est une mesure de la transpiration. Alors, on peut, vous le savez probablement, lorsqu'on est stressé, comme lorsqu'on est en situation de douleur, notre transpiration a tendance à augmenter. Sous les bras, ça prend des fois un bon antidorifique pour mettre au niveau des aisselles. Alors, on peut venir mesurer ça, les chercheurs. Évidemment, on évite d'habitude la région des aisselles. C'est peut-être un petit peu moins agréable, un peu moins intéressant. On va cibler plutôt la région de la main. On peut venir mettre des électrodes au niveau des doigts, par exemple, pour venir mesurer cette réponse de transpiration. Et que disent tous ces résultats? Lorsqu'on regarde les expressions faciales, les battements cardiaques, cette réponse électrodermale de transpiration, chez des gens qui souffrent de maladie d'Alzheimer, eh bien, on voit qu'à chaque fois, on a des indices de douleur. Il y a des expressions faciales de douleur chez les gens qui souffrent de maladie d'Alzheimer. La fréquence cardiaque augmente. La réponse de transpiration augmente également, ce qui nous fait dire que oui, ces gens-là également, même s'ils ne sont pas capables de communiquer verbalement, souffrent également de douleur. Un des drames derrière cette situation, c'est que malheureusement, pour certaines personnes, on considère que cette douleur-là peut être la source de certains comportements violents, de certains comportements agressifs. Alors, lorsqu'on est en douleur et qu'on tente de nous manipuler, de nous prendre par l'épaule et que nous avons mal à l'épaule, c'est peut-être normal d'être violent ou agressif avec la personne. Malheureusement, le réflexe souvent du personnel soignant, quel est-il?
c'est de dire, ah, cette personne-là, elle n'est pas collaborative, elle est agitée, elle est violente. On va lui donner des sédatifs, des contentions chimiques. On peut même utiliser des contentions physiques. Encore aujourd'hui, ça se voit moins, mais ça se voit encore. On attache les gens à leur fauteuil pour éviter qu'ils soient violents, agressifs avec les gens qui les entourent. Alors qu'à la base, je le répète, c'est un problème de douleur qui peut être la source de ces comportements d'agitation. Si on revient à Thérèse, heureusement, Thérèse, sa petite fille Sarah, a été insistante. Elle a poussé, insisté, et Thérèse reçoit maintenant des analgésiques. Elle est maintenant beaucoup plus souriante, collaborative, elle a retrouvé sa joie de vivre. Sarah se questionne quand même. Combien d'autres personnes, comme sa grand-mère, souffraient de douleur sans recevoir les traitements appropriés? Elle se promet plus tard d'être alerte avec ses patients et ses patientes, de sensibiliser ses collègues cliniciens et cliniciennes, les chercheurs, les chercheuses, pour que tous ensemble, on puisse changer cette situation. Merci. Merci. Elle a 28 ans. Elle est en dernière année de doctorat, neurosciences, au sein de l'équipe Neuropen du Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Comprendre le pourquoi du comment a toujours été une nécessité pour elle. C'est tout naturellement qu'elle s'est intéressée à la recherche. Ce soir, elle mène une enquête inédite au cœur de votre cerveau. J'ai mal. Qui est le coupable? Mieux comprendre les mécanismes impliqués dans le ressenti douloureux. Quelles sont les régions du cerveau impliquées dans la variabilité de ce ressenti? Quel est leur rôle? Et comment communiquent-elles entre elles? Je vous demande d'accueillir Juliette Gélébart. Quand j'étais petite, avec ma famille, on habitait dans un appartement qui avait des poutres au plafond. Elles étaient plutôt basses. Mais mon père, lui, il était plutôt grand. Il arrivait assez souvent qu'il se cogne violemment. C'est comme ça que j'ai appris que dire des jurons atténuait apparemment la douleur. Mais certaines personnes, comme celles qui sont dans le coma, n'ont pas la chance, comme mon père, de pouvoir exprimer leur douleur. Comment savoir alors à coup sûr si elles ont mal? On pourrait se dire qu'à partir du moment où nos récepteurs à la douleur sont activés et qu'ils transmettent l'information jusqu'au cerveau, on ressent de la douleur. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas toujours le cas. Dans le laboratoire où je travaille, avec mes collègues, nous nous sommes rendus compte que pour une seule et même personne, lorsque nous faisions une série de stimulations qui sont toutes censées faire mal, et sans jamais changer l'intensité de ces stimulations, le ressenti était extrêmement variable, allant d'une sensation très faible à une douleur intense. C'est donc pour expliquer cette variabilité de ressenti que j'ai mené mon enquête dans votre cerveau. Procédons à la reconstitution. À 20h0 millisecondes, un message a priori douloureux est délivré au niveau de votre main. À 20h100 millisecondes, l'information atteint votre cerveau via les voies nerveuses et en moins d'une seconde, tout le club de la Pain Matrix est au courant du message. Alors la Pain Matrix, donc ça n'a rien à voir avec un film de science-fiction. Donc la Pain Matrix, c'est un club très sélect qui regroupe toutes les régions du cerveau qui sont impliquées dans le traitement des informations douloureuses. Elle est divisée en 3 gangs et ils s'occupent chacun d'un aspect particulier de la douleur. Mais alors, qui est le sadique qui décide si vous allez avoir mal ou pas? Voici mes 3 suspects, un membre de chaque gang. Nous avons l'insula postérieure. Elle est membre du gang des régions sensorielles. C'est la première à recevoir le message. Elle sait faire la différence entre un coup de fusil dans le pied ou si c'est sur un Lego que vous avez marché. Par contre, elle est sensible à la distraction. Mon suspect numéro 2 est membre du gang du réseau émotionnel. Elle détecte les dangers à la vitesse de l'éclair. C'est l'amygdale. Alors, à ne pas confondre avec celle de la gorge, elle est située au centre de votre cerveau et elle est impliquée dans le traitement de vos émotions comme la peur, l'anxiété,
mais aussi celle du plaisir. Alors ces faiblesses, en fait, sans aucun contrôle des autres membres des gangs, elles peuvent vite paniquer. Mon dernier suspect est l'insula antérieure. Donc elle est voisine de l'insula postérieure, mais elle a un rôle très différent. Un peu comme l'amygdale, elle est très émotive. Il vous suffit de regarder quelqu'un souffrir pour qu'elle s'active. Elle est très empathique. Mais elle est aussi la confidente de beaucoup d'autres régions, et donc elle se laisse facilement influencer. Bon, mais alors, au final, qui est le cerveau de l'affaire? Donc il y a l'insula postérieure, elle n'en a rien à faire de toute cette histoire, elle a bien reçu l'information, mais elle transmet le message tel quel. En revanche, l'amygdale et l'insula antérieure, elles ont beaucoup à se reprocher. Ces deux commères, à force de ragots, elles ont paniqué et elles ont décidé ensemble de faire varier l'information reçue. Ainsi, ces deux régions sont impliquées dans la variabilité de votre ressenti, ou autrement dit, dans la perception subjective de la douleur. Donc, il y a sûrement d'autres complices, je continue mes interrogatoires, en essayant, contrairement à l'amygdale, de ne pas paniquer. Mais ne fermons pas trop vite le dossier. On a identifié les coupables, certes, mais comment éviter qu'ils récidivent? C'est là qu'interviennent les autres membres du gang des matrices, les autres membres de la Pain Matrix. Les gangs, ils n'agissent pas tout seuls. En fait, ils interagissent entre eux et ils peuvent exercer une influence sur nos coupables. Ainsi, pour vous, soignants, ne sous-estimez pas le pouvoir de votre bienveillance. L'expression de votre empathie peut vraiment séduire ces coupables et dès lors, ils accepteront de jouer de votre côté, dans votre camp. Vous, patients, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'attention. Se focaliser sur votre douleur donne le champ libre à ces criminels. Au contraire, se concentrer sur votre qualité de vie, sur vos projets, sur vos amours, les réduisent au silence. En dernier recours, vous pourrez toujours, comme mon père, dire des jurons. Merci Juliette d'avoir mené cette enquête avec succès. Il est maître de conférences en psychologie et psychopathologie. Il enseigne à l'université Lumière Lyon 2 et participe à la consultation douleur de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. À partir de sa thèse sur l'éveil de coma et la réanimation, il s'intéresse à la douleur aiguë et chronique. Ses travaux de recherche au sein du Centre de recherche en psychopathologie et psychologie clinique se trouvent aujourd'hui à la croisée des chemins entre normal et pathologique, entre douleur aiguë et douleur chronique. Ce soir, il vous propose une réponse à cette question pas si simple. S'il te plaît, dis-moi pourquoi j'ai mal. On accueille Raphaël Mingeard. J'arrive pas à redémarrer. J'arrive pas à redémarrer. C'est ce que me dit un patient en s'asseyant en face de moi dans la consultation douleur. J'arrive pas à redémarrer. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait tous les examens somatiques et moi, je ne sais pas trop quoi vous raconter. J'arrive pas à redémarrer. Moi, ça me fait penser à Antoine de Saint-Exupéry, le célèbre aviateur écrivain, à côté de son avion, tombé en panne au milieu du désert avec une pièce cassée dans le moteur. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est la pièce cassée dans le moteur, c'est la douleur de mon patient. C'est quelque chose qu'il connaît et qu'il ne connaît pas en même temps. Pour la comprendre, cette douleur, il va falloir que l'on s'intéresse à l'ensemble de la personne, à la globalité de la personne, mais aussi à sa singularité. Nous sommes biopsychosociaux. Nous sommes des êtres biopsychosociaux. Ces trois dimensions sont en permanence articulées les unes avec les autres. Elles sont en résonance permanente. La douleur, elle, va venir modifier ces différentes résonances. Un certain nombre de collègues, de chercheurs, ont tenté de proposer une définition tout aussi complexe que ce modèle biopsychosocial. Cette définition qu'ils proposent, c'est celle de la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable,
associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans ces termes. Une douleur, elle devient chronique dès lors qu'elle est persistante ou récurrente, le plus souvent au-delà de 6 mois, et qu'elle répond mal au traitement et qu'elle induit une détérioration fonctionnelle et relationnelle. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est de mon patient? Mon patient, lui, il a mal au dos. Enfin, il a mal au rein. Enfin, il a mal à l'endroit où il y avait son rein, parce que son rein, on lui a enlevé, et il me dit, mon rein était foutu. Et pour l'enlever, on m'a coupé en deux. Il me dit, c'était dur. Et puis, de manière concomitante, dans sa vie, il a aussi dû accompagner sa femme dans un établissement pour personnes âgées démentes, juste avant la période du Covid. Il se trouve que sa femme est décédée pendant cette période et qu'il n'a pas pu l'accompagner dans sa fin de vie. Il a eu, lui, le sentiment de l'abandonner. Ses enfants habitent loin de chez lui, il est assez isolé socialement, il ne répond pas tellement aux invitations de ses voisins. Vous voyez du coup que si la porte d'entrée ou si l'expression principale de la douleur du patient, de ce patient, elle s'exprime à travers son corps, il n'en souffre pas pour autant dans sa vie psychique de la même manière. Cette souffrance, elle l'atteint dans sa chair, dans son organisation psychique et sociale. Pour ça, en France, on a essayé de penser un dispositif au moins tout aussi complexe que celui que vivent les patients. Un dispositif qu'on a appelé Centre d'évaluation et de traitement de la douleur. Ces centres d'évaluation et de traitement de la douleur, qui sont accessibles à partir d'une recommandation du médecin généraliste ou d'un spécialiste, permettent à des patients vivant des souffrances complexes de s'adresser à une équipe elle-même articulée de manière biologique, à une approche biologique, psychologique et sociale, avec pour perspective de pouvoir, comme pour ce patient, en s'articulant les uns avec les autres, avoir une approche pluriprofessionnelle qui lui permettra petit à petit de pouvoir réarticuler les pièces de son moteur qui se sont désarticulées au fil de sa vie pour pouvoir envisager d'aller vers de nouveaux envols. C'est là l'objet des consultations et des centres d'études et de traitement de la douleur, de pouvoir accompagner ces patients dans leurs envols. Je vous remercie. Merci. Merci Raphaël. Maintenant, je vais vous demander d'accueillir le médecin généraliste qui est très vite devenu médecin de la douleur et qui a commencé au CHU de Nice, puis à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, avant de monter son service au sein du centre hospitalier de Draguignan. Parallèlement, elle a réalisé un master d'ingénieur qualité en santé et poursuivi avec une thèse de sciences aux Pays-Bas sur les recommandations de bonnes pratiques en douleur. Elle a pu ensuite développer cette thématique auprès de la SFETD et de la très haute autorité de santé. Très attachée à la démarche qualité dans les soins, elle décide aujourd'hui de répondre à une question. Pourquoi faut-il évaluer la douleur? Je vous demande d'accueillir le docteur Virginie Piano. Bonsoir à tous. Je suis un petit peu embêtée. J'ai très soif. J'ai vraiment soif. Est-ce que quelqu'un parmi vous dans la salle a soif? Oui, vous avez soif. De 0, j'ai pas soif, à 10, c'est la pire soif que vous connaissiez. Vous avez soif à combien? 3, vous n'êtes pas prêt d'avoir votre verre d'eau. C'est ridicule, hein? Évaluer la soif. Comme si on devait prouver qu'on avait soif. Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec la douleur. Étonnant. Pourtant, la douleur, ça paraît instinctif, on va faire un jeu. Ça s'appelle « il a mal ou il a pas mal ». Il a mal ou il a pas mal? Il a mal. Il a mal ou il a pas mal? Il n'y a pas de piège. Même si on sait que certains joueurs ont une expression de la douleur parfois un peu plus poussée que les autres pour gagner quelques minutes lors d'un match, on va dire qu'il a mal. Et il a mal ou il a pas mal?
Eh bien, je ne sais pas. Parce qu'il va me falloir l'aide de la maman. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il faut changer sa couche? Est-ce qu'il a trop chaud? Est-ce qu'il a mal? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a soif? Ce n'est pas évident. Et cette personne, vous voyez, ce n'est pas forcément si instinctif. À Nice, le professeur Fontaine a fait une étude pour évaluer, à partir de photos de personnes qui sortent du bloc opératoire et qui ont des douleurs, qui évaluait mieux la douleur entre l'intelligence artificielle et l'infirmier de la salle de réveil. Et il faut savoir que c'est l'infirmier qui se trompe plus souvent et qui sous-estime la douleur. Deux choses. Un, c'est plus facile de demander à celui qui a mal à combien il a mal. C'est pour ça qu'il faudra toujours privilégier l'auto-évaluation. De deux, en tant que soignant, on a l'habitude de voir des gens qui souffrent. Et donc, notre moyenne de visage qui souffre n'est pas la même que la vôtre. Et donc, on a tendance à sous-estimer parce que c'est notre quotidien. Et puis, il faut lutter contre des a priori. Tu enfanteras dans la douleur. 20 ans de retard à la péridurale. On ne pleure pas quand on est un homme. Eh bien, dans nos consultations spécialisées de la douleur, seulement 30% sont des hommes. Tu travailleras à la sueur de ton front. Et on admet qu'on va travailler avec des douleurs jusqu'au jour où on se réveille et qu'on ne peut plus avancer. Il faut souffrir pour être belle. Et on admet que pour un certain art, ça passe à travers des souffrances. Donc vous voyez, c'est difficile de lutter contre ces a priori. La douleur, l'évaluation, ça ne sert pas qu'à ça. Parce que vous voyez, j'ai toujours soif et je n'ai pas mon verre d'eau. Est-ce que c'est le robinet qui ne marche pas? Est-ce que c'est le tuyau qui est percé? Ou est-ce qu'on a coupé le réseau parce qu'on est en pleine canicule? Eh bien, je vais faire pareil quand je vais évaluer la douleur. Si vous me dites j'ai des brûlures, des fourmis, des picotements, des décharges électriques, je ne vous soignerai pas pareil que si vous avez des coups de poignard. Si vous me dites j'ai des pics de douleur, mais entre deux pics, j'ai pas mal, je ne vais pas utiliser les mêmes traitements que si vous me dites j'ai mal toute la journée. Vous voyez, l'évaluation de la douleur, ça devient très intéressant. Alors, chers soignants et chère assemblée, en tant que patient, futur patient ou proche d'un patient qui va avoir mal, vous savez maintenant l'importance d'évaluer la douleur et d'y participer. Et chers soignants, ne faites plus une évaluation automatique de la douleur. Mettez-y du sens. Et c'est grâce à ça qu'on améliorera la prise en charge de la douleur. J'ai soif. Et si nous prenions un verre? Merci Virginie. Ben moi, je commence un peu à avoir soif devant ce verre. Il est médecin généraliste. Il est diplômé en spécialité médecine palliative et médecine de la douleur. Il exerce d'abord en unité de soins palliatifs, puis en douleur chronique, et il crée sa structure douleur. Il s'oriente vers les soins de support oncologique et en douleur cancéreuse et rejoint la commission douleur et cancer de la SFETD. Mais il n'est pas seulement médecin, il est pompier volontaire, il est pianiste et fils de vigneron en Champagne. Mais lillois depuis 20 ans. Et il est donc devenu amateur de bière. Il va vous parler de l'effet placebo. Docteur Placebo et Mister Nocebo, on accueille Romain Chiquet. Bonsoir à tous. Donc vous l'avez entendu, je suis lillois, je suis amateur de bière et donc ça m'arrive, comme peut-être certains d'entre vous, d'avoir mal à la tête le dimanche matin. J'apprécie beaucoup mon grand verre d'eau, j'apprécie mon comprimé d'aspirine qui devrait mettre quand même 1 heure, 1 heure et demie à agir, mais parfois au bout de quelques minutes, après avoir pris ça, je me dis tout de suite ça va mieux. Ben pourquoi? Parce que j'ai activé mon effet placebo. Alors l'effet placebo, c'est un des meilleurs exemples de la relation entre notre corps et notre esprit. Et même si son mécanisme il n'est pas bien compris, même s'il a encore mauvaise réputation, on sait qu'il a un rôle essentiel, notamment dans le traitement de la douleur. Alors son efficacité, elle est réelle et elle est reconnue. Quand on donne un traitement placebo et qu'on dit c'est un traitement contre la douleur, on sait que notre cerveau et les structures, certaines structures de notre cerveau vont aller s'activer et libérer des substances biochimiques comme l'endorphine
ou la dopamine, qui sont les hormones du bien-être. Il y a eu pas mal d'études en imagerie fonctionnelle ou en IRM fonctionnelle, où on voit d'ailleurs ces différentes structures du cerveau qui vont aller s'activer. Je vais vous faire un peu d'histoire. Je vais vous parler d'un médecin anesthésiste qui s'appelle le docteur Beecher, qui était médecin sur le front pendant la Seconde Guerre mondiale et qui soignait ses patients avec de la morphine quand ils avaient des douleurs souvent violentes. Au bout d'un moment, il s'est mis à manquer de morphine. Et il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Et il a utilisé des perfusions d'eau salée. Et il s'est rendu compte, même si c'était à moindre échelle évidemment, qu'il y avait un effet bénéfique dans le traitement de la douleur de ces soldats. Et c'est de là qu'est né le concept du placebo qu'on utilise encore dans nos études contemporaines. Alors, il faut bien faire la différence entre le traitement placebo et l'effet placebo. Le traitement placebo, c'est le placebo, donc c'est un faux traitement qui n'a pas de principe actif, qui n'a pas d'action pharmacologique, comme par exemple du sucre, de la farine ou de l'eau, tandis que l'effet placebo, ce sont les bénéfices qu'on va s'engendrer par les mécanismes dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand on a recours à un traitement réel ou placebo, et un traitement médicamenteux ou non médicamenteux. Alors, on a encore beaucoup d'idées reçues sur le placebo. On a longtemps considéré que le placebo, c'était un leurre qui était destiné aux personnes sensibles ou fragiles. Ensuite, on s'est dit qu'il y avait seulement certains patients qui étaient placebo-répondeurs. Et en fait, c'est faux. Tout le monde répond au placebo, c'est comme pour l'hypnose. C'est juste une question de contexte, de suggestibilité, même si on sait que ça peut être variable d'un individu à l'autre. Alors le placebo, il faut savoir que c'est présent dans toutes les situations, y compris le cancer par exemple, mais que ça va être un peu plus fréquent dans les problématiques neuropsychologiques comme la douleur, comme la dépression ou par exemple comme la maladie de Parkinson. Alors qu'est-ce qui va provoquer l'effet placebo? Il faut savoir que quand on prend un médicament, on va être très influencé par sa forme, par sa couleur, par sa renommée, par les croyances qu'on en a, par les croyances du médecin et par les croyances de notre entourage également. Mais le plus important, en fait, c'est la relation entre le médecin et son patient. C'est le lien, c'est la confiance qui va s'instaurer entre eux, c'est la forme qu'on va y mettre quand on va prescrire quelque chose qui va peut-être donner une plus grande composante placebo à notre traitement. Il y a d'autres variables, par exemple la lourdeur ou le caractère invasif du traitement. On sait que l'effet placebo il va être plus fort pour un traitement quand il sera prescrit par voie injectable que par comprimé. Et pour aller plus loin, dans la chirurgie par exemple, on a fait des études il y a déjà plusieurs dizaines d'années qu'on ne pourrait pas forcément refaire à notre époque, mais je vais vous en citer une par exemple sur l'angine de poitrine. On avait deux groupes. Un groupe chez qui on a ligaturé une artère responsable de l'angine de poitrine et un groupe chez qui on n'a rien fait d'autre qu'une petite incision du thorax. On a refermé et on n'a rien dit au patient. Et on s'est rendu compte que l'efficacité dans la réduction de la douleur thoracique et des symptômes était la même dans les deux groupes. Ça date des années 60. Alors, est-ce qu'il faut le dire? Oui, parce qu'on doit tout dire à notre patient. Et oui, parce qu'on sait que quand on va donner un traitement et qu'on va dire au patient c'est un placebo, il peut arriver quand même des choses bénéfiques parce que le patient va s'induire justement des bénéfices. De la même manière, quand le patient entre dans le cabinet d'un soignant, on sait qu'il a confiance normalement, qu'il est suggestible, et donc il va activer son propre effet placebo rien que pendant la consultation. Alors le nocebo dans tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est le côté obscur du placebo. C'est en quelque sorte un placebo qui a mal tourné, ça veut dire je vais nuire. Et en fait, c'est ce qui va nous induire les effets secondaires, parfois des intoxications, parfois même une dépendance. Qu'est-ce qui va le provoquer? Comme pour le placebo, mais à l'inverse, c'est notre anxiété, la crainte d'avoir des effets secondaires, et les croyances, qui sont cette fois-ci mauvaises, qu'on a vis-à-vis du médicament par notre entourage, par nous-mêmes, par le médecin, parfois même par les médias. Alors, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites dans le nocebo ces dernières années. Je vais vous en citer quelques-unes. Une sur le traitement de l'hypertrophie de prostate, où on avait pris deux groupes de patients. Un groupe d'hommes était informé du risque d'impuissance, l'autre groupe ne l'était pas. Et 30% des hommes ont développé des troubles de l'érection quand ils le savaient, tandis que seulement 9% en développaient quand ils ne le savaient pas. De la même manière, une étude qui s'intéresse à la douleur induite par l'aspirine, la douleur gastrique induite par l'aspirine, on s'est rendu compte que 30% des patients qui avaient pris de la farine, un placebo, mais qui avaient été informés du risque de développer des douleurs d'ulcères, en ont fait, et ont même parfois fait des lésions d'ulcères à la fibroscopie. Moi, je suis médecin cancérologue et je suis parfois surpris des témoignages de patients qui arrivent
dans le service, et avant même de recevoir leur chimiothérapie, ils présentent et ils expriment des nausées, des vertiges, parfois même une extrême fatigue. Alors, quelles sont nos perspectives? Quel est notre rôle de soignant et de patient dans tout ça? Déjà, c'est accepter la réalité du placebo et du nocebo, savoir échanger sur ces deux notions. Et nous, en tant que médecins, ça va être de rétablir la confiance et la sérénité chez nos patients, tenter de réduire au maximum leur anxiété en leur expliquant par exemple les balances entre les bénéfices et les risques des traitements qu'on va leur proposer, et peut-être essayer d'aller identifier dans les personnalités celles qui vont plus pouvoir développer une composante placebo ou une composante nocebo. Je vous remercie. Merci. Merci Romain. Merci d'avoir parlé de l'alliance thérapeutique. Je trouve ça tellement joli. Bon, et bien maintenant, je vais donner la parole à une infirmière. Infirmière, ressources douleur et cadre de santé. Elle est tombée dans la douleur il y a 22 ans, puis elle n'en est plus jamais ressortie. Elle accompagne les équipes soignantes du CHU de Lille à la prise en charge de la douleur. Elle a eu également une activité dans l'organisation des soins en consultation douleur chronique. Et de par sa formation, son expérience professionnelle et d'autres formations complémentaires, comme l'hypnose par exemple, ses intérêts professionnels se portent vers le développement des compétences relationnelles des équipes paramédicales, et elle rêve d'un système de santé qui reconnaîtrait davantage la dimension relationnelle du soin. Je vous demande d'accueillir Hélène Anderson. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors moi, quand j'étais jeune infirmière, je pensais que les soins infirmiers étaient simples. Il suffisait des connaissances solides, avoir appris des gestes techniques rigoureux pour être un bon infirmier, faire des soins de qualité. Eh bien, je me suis vite rendu compte, et mon passage en service de cancérologie m'y a beaucoup aidé, que ce n'était pas si simple que ça. Ces deux éléments sont bien sûr essentiels, mais un troisième est indispensable. Il s'agit du savoir-être, de la relation. Alors, c'est quoi la relation? C'est cette rencontre entre deux individus, deux personnes singulières, avec leur caractère, leur histoire de vie, dans un contexte donné, et dans celui des soins, donc c'est la relation entre le soignant et le soigné. Alors, elle sera différente selon l'objectif recherché. Il y a la relation de base, celle de l'accueil, qui est nécessaire pour accueillir le patient. Un autre type de relation, un peu plus approfondi aussi, qui nous permettra, par exemple dans les services de soins, de réaliser des soins de qualité ajustés aux patients que l'on a en face de soi. Mais il existe aussi un troisième niveau, et celui-ci est assez intéressant dans la prise en charge de patients avec des pathologies chroniques. Il s'agit de la relation d'aide. Alors, qu'est-ce que la relation d'aide? La relation d'aide, c'est un vrai savoir-faire qui nécessite de créer une alliance avec le patient, une collaboration pour l'aider à vivre sa maladie et les conséquences que celles-ci ont sur tous les aspects de sa vie. Alors bien sûr dans un but de guérison, mais pas seulement, dans le but de s'adapter à la situation et d'y faire face pour être le mieux possible. Alors cette relation d'aide va reposer sur un concept qui date des années 70 déjà, mais qui est toujours utilisé et qui est fort important, c'est celui de l'empathie. L'empathie, c'est, pour vous l'illustrer, c'est vivre. Et non, pas vivre, ça c'est important, c'est pas vivre, on ne vit pas. On sent le monde intérieur du patient comme s'il était le nôtre, mais justement en sachant qu'il ne l'est pas, pour rester à la juste distance, pour pouvoir l'accompagner. Et ça va nécessiter une écoute attentive, un non-jugement, un respect de ce que le patient va nous confier, un langage adapté pour qu'il comprenne aussi ce qu'on a à lui dire, qu'on puisse reformuler, et une attitude bienveillante, centrée donc sur la personne soignée. Alors en quoi ces qualités sont importantes? En quoi l'empathie est importante? Eh bien, on a des études qui nous montrent qu'elle est cruciale, notamment dans l'annonce du diagnostic dans le cancer.
on sait qu'aujourd'hui que la façon dont le cancer va être annoncé va conditionner les chances de guérison du patient. Imaginez, ce n'est pas anodin. Le poids des mots, la façon dont ils sont prononcés et le contexte dans lequel le patient va les recevoir va conditionner ses chances de guérison, c'est-à-dire qu'il va soit entendre un espoir, ou alors tout son contraire, que la situation est malheureusement mal engagée. Donc c'est vraiment important. Et une autre étude, là, qui nous rapproche de la douleur, qui est assez récente, de 2019, qui vient de Lyon, faite par des chercheurs, a étudié en fait le ressenti de la douleur chez 3 groupes de patients chez qui on générait une douleur d'une intensité de 6 sur 10. Donc supportable, mais quand même déjà bien présente. Et alors, ces patients, par inadvertance, mais l'étude provoquait un peu ça, entendaient soit des phrases neutres, prononcées dans une pièce à côté, soit des phrases à connotation empathique, bienveillante, ou alors des phrases non empathiques, plutôt désagréables. Eh bien, on se rend compte que chez le groupe de patients qui a entendu des phrases empathiques, la douleur, la perception de la douleur diminue de 12%. Ce n'est pas rien. Et l'étude a été encore plus loin puisqu'ils ont analysé ensuite les répercussions sur le cerveau. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ils se sont rendus compte que les zones du cerveau, la peine matrix, comme on nous l'a expliqué tout à l'heure, va être modifiée par un langage empathique. Donc on a vraiment un enjeu majeur à avoir une qualité dans la relation, puisque non seulement elle va bénéficier à la prise en charge de la douleur parce que le ressenti du patient va être modifié, mais aussi il y aura une réelle répercussion sur son organisme. Alors ça, c'est bien beau, mais on sait aussi que le patient douloureux chronique est quelque part en dilemme, parce qu'il a une difficulté dans la relation. La douleur l'envahit. On dit qu'elle l'isole quand elle dure depuis longtemps, qu'elle le referme sur lui. Et pour lui, c'est difficile d'entrer en relation. Et en même temps, on lui demande d'être acteur de sa santé, de participer, d'interagir, de se prendre en charge, parce que lui seul sait ce qu'il est bon. Alors c'est quelque chose de très compliqué. Et c'est là où, dans la prise en charge en consultation de douleur chronique, l'infirmier ou l'infirmière, et je pense à des personnes bien particulières, Justine, Séverine, Stéphanie, Juliette, vont mettre en œuvre tout ce qu'elles ont appris et expérimenté dans la relation pour inviter le patient à entrer dans cette relation, à pouvoir être dans une relation de confiance où il pourra se livrer ses craintes, livrer ses peurs, livrer ses émotions qui parfois le traversent et peuvent être très très difficiles, ce qui n'est pas toujours facile. Et dans ce climat de confiance, quand il aura livré tout ça, elles vont pouvoir repérer ce qui est difficile pour le patient, repérer ce qui le bloque, et puis mettre en œuvre les actions qui vont l'aider, c'est-à-dire pouvoir réexpliquer le traitement pour le rassurer, pouvoir avoir un rôle d'éducation, pouvoir tout simplement accueillir l'émotion, le rassurer, comme quoi c'est normal aussi de vivre ça. Et le patient compris, rassuré et accompagné va pouvoir rebooster quelque part ses ressources, va pouvoir accepter mieux le traitement, va pouvoir aussi améliorer ses capacités d'adaptation à la maladie. Et puis on voit aussi petit à petit que les troubles émotionnels et affectifs sont diminués, ce qui n'est pas anodin parce que ça a un réel bénéfice pour le patient et tout son entourage. Donc elles vont aider à la prise en charge dans tout ce parcours, le fluidifier, pouvoir réorienter aussi parfois vers le psychologue, vers le médecin pour réajuster la prise en charge. Donc l'objectif de cette qualité relationnelle, c'est vraiment d'accompagner le patient, de repérer ses besoins et de l'aider à faire face. Et pour reprendre une phrase que j'ai entendue de Madame Martine Bordelot, que vous entendrez juste après moi, le patient a un pouvoir sur le traitement de sa douleur. Et nous, infirmiers, équipe soignante, ne sommes que des instruments pour l'aider, l'accompagner à devenir le chef d'orchestre de cette douleur. Je vous remercie. Merci Hélène d'avoir si bien mis la relation d'aide en avant. Après ses études doctorales en neurosciences à l'Université de Laval, Martine a débuté en 2020 ses études postdoctorales
en réadaptation virtuelle à la Virginia Commonwealth University, puis à l'Université de Sherbrooke. Elle travaille actuellement au Centre de recherche sur le vieillissement, sous la supervision du professeur Guillaume Léonard, sur divers projets visant à développer un prototype d'imagerie motrice immersive, à améliorer les techniques d'évaluation sensorielle, à accroître l'accessibilité des outils d'autogestion de la douleur, ainsi qu'à informer le public et les intervenants de la santé sur les problématiques liées à la douleur chronique. Ce soir, sa présentation se nomme « Prisonnier de la douleur, libérez votre pouvoir ». Nous accueillons Martine Bordelot. La douleur peut parfois nous donner l'impression d'être emprisonnés dans notre propre corps. Une prison qui nous dépouille de tout pouvoir. Je vis avec la douleur chronique depuis 22 ans et j'étudie ce phénomène dans mes recherches depuis la dernière décennie. Dans ma quête de liberté, j'ai cherché conseil auprès de gens qui avaient vécu une situation d'emprisonnement injustifié et qui semblaient avoir trouvé une forme de liberté malgré la situation. Mes lectures m'ont amené à me rendre compte que lorsque l'on se trouve devant une situation que l'on ne peut plus changer, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Ce qui veut dire que même si l'on perd absolument tout, ce qui était le cas dans les camps de concentration, on garde toujours la possibilité de choisir nos réactions face à une situation. Ce soir, je vais vous raconter les 3 réactions clés qui me sont inspirées des témoignages de 3 survivants des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale qui ont vécu une situation d'emprisonnement injustifié. Première réaction, choisir ses pensées. C'est ce qu'a fait Edith Eger alors qu'elle a été emprisonnée dans les camps de concentration à l'âge de 16 ans. Malgré l'horreur dont elle était témoin jour après jour, elle a été capable de s'évader dans son monde intérieur et de revivre des mémoires de jours meilleurs. Elle a également été en mesure de se projeter vers l'avenir et d'imaginer son futur à la sortie des camps. Ce qui lui donnait l'envie, la curiosité de survivre pour voir qu'est-ce qui allait se passer après son emprisonnement. Lorsque l'on vit avec la douleur ou lorsque l'on vit tout type de bouleversement émotif, on peut se retrouver complètement submergé par les émotions négatives. D'où l'importance de prioriser les pensées qui donnent une valeur à notre vie, même en présence de la douleur ou même en présence d'un traumatisme. Ça peut être les gens qu'on aime, un emploi qui nous enthousiasme ou encore un passe-temps qui nous émerveille. Réaction clé numéro 2. Découvrir un sens à sa souffrance. C'est ce qui ressort des écrits de Viktor Frankl, un psychiatre autrichien qui a été enfermé dans les camps de concentration pendant 3 ans à l'âge de 37 ans. Il a donné un sens à son emprisonnement en transformant le camp de concentration en un immense laboratoire. Et dans ce laboratoire, il tentait de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne s'accroche et survit et qu'est-ce qui fait au contraire qu'une autre va abandonner et se laisser mourir. Quand il était dans les camps, il s'imaginait donner des conférences sur ses observations, écrire des livres et améliorer sa pratique auprès de ses patients qui vivaient des traumatismes. Et c'est exactement ce qu'il a fait à sa sortie d'emprisonnement. L'exemple le plus concret que je peux vous donner, c'est les partenaires patients avec lesquels j'ai la chance de collaborer. Les partenaires patients, c'est des gens de la population qui vivent au quotidien avec de la douleur. Ils collaborent à nos projets de recherche pour nous aider à améliorer nos protocoles de recherche et nos interventions et pour nous aider à mieux cibler les besoins de notre population cible.
Réaction numéro 3. Probablement la plus difficile de toutes. Le fameux lâcher-prise. Eva Carr avait seulement 10 ans lorsqu'elle a été utilisée dans les expériences scientifiques du docteur Joseph Mengele pendant près d'1 an. C'est seulement 50 ans après sa sortie, sa libération des camps, qu'elle a été capable de débuter son voyage vers le lâcher-prise. Lâcher-prise sur les émotions négatives liées à son traumatisme. Des émotions comme la peur, la colère, la rancœur et l'esprit de vengeance. Dans ses écrits, Eva Carr explique que pour atteindre le lâcher-prise, qui peut être atteint par exemple par l'accueil, l'adaptation, la consolation, le pardon, l'acceptation, des mots qui sont difficiles à entendre, que pour atteindre cet état-là, ça nécessite un état d'esprit bien particulier. Si vous êtes en pleine crise de douleur, ou si vous êtes en train de vous battre pour votre vie sur un champ de bataille, vous êtes en état de survie. Pour lâcher prise, ça nécessite un état de sécurité. Ça nécessite également une forme de revalorisation de sa vie. D'où l'importance des 2 premières réactions dont je vous ai parlé initialement, qui étaient de prioriser les pensées qui donnent une valeur à notre vie, même en présence de la douleur, ou encore de découvrir le sens à sa douleur, parce que ça également, ça va donner une valeur à notre vie. En résumé, les expériences les plus bouleversantes de notre existence sont aussi nos plus grandes enseignantes. Elles nous mettent devant le fait accompli que nous avons le pouvoir de choisir nos réactions, nos pensées et nos attitudes face à une situation. Un pouvoir que personne ne pourra jamais nous enlever. Si vous vivez actuellement une situation difficile, j'aimerais que vous imaginiez devant vous un train. Et ce train, si vous choisissez d'embarquer à l'intérieur, a le potentiel de vous amener très loin des camps de concentration de votre propre esprit, sur un chemin d'auto-libération et d'auto-guérison. J'ai décidé d'embarquer dans ce train et ma destination ultime, c'est le lâcher-prise. Embarquerez-vous avec moi? Merci, merci beaucoup. Je pense qu'on peut être fiers. Félicitations, vraiment bravo à vous tous. Je pense que maintenant, il faut enlever vos costumes d'artistes et vous retrouver en tant que citoyens, des citoyens soignants qui va s'adresser à la population lilloise. Donc, on va avoir un temps d'échange pour pouvoir parler de toutes ces thématiques. Il y a beaucoup de choses qui ont été abordées, voilà, l'évaluation, le placebo, la relation, l'évaluation de la douleur, la liberté. Je pense que ça évoque beaucoup de choses. Moi, j'ai été vraiment, je trouvais, voilà, envoûtant, votre présentation. Et vous, ça vous a plu? Si ça vous a plu, vous pouvez scanner ce code et j'aimerais bien avoir votre avis, parce qu'on va le faire chaque année, on va faire de mieux en mieux. Voilà, donc je vous le repasserai tout à l'heure, mais merci de donner votre appréciation, votre avis sur cette soirée. Je tenais aussi à remercier tous nos partenaires qui nous ont aidés à monter cette soirée pour donc, le réseau québécois des étudiants-chercheurs sur la douleur, donc pour nous avoir fait confiance, nous avoir accompagnés tout le long de l'année pour la logistique et puis accompagner aussi nos acteurs, parce que c'est la première fois qu'on sent ça. Bon, ben, merci. Donc on a Martine et Léonard qui est avec nous. Voilà, on peut les applaudir fort. La Fondation Apicil pour sa lutte incessante contre la douleur à nos côtés. Le CHU de Lille pour avoir diffusé l'information, mais on revient dans 2 ans. Fourwav pour avoir fourni le site d'inscription. Présentabilité pour avoir fait de nos experts scientifiques de véritables men et women show. Et Aguetan pour son soutien à la SFETD.
Et puis tout ça, toute cette soirée n'aurait pas pu être possible sans Sabine Renaud qui se trouve là-bas. Bravo! Ouais, un grand... Voilà, Sabine Renaud, c'est notre maman à tous, hein, il faut le savoir. C'est elle qui fait un petit peu, voilà, qui nous a vraiment accompagnés sur tout ça. Et je te remercie beaucoup, Sabine, voilà, pour tout ça. Bon, maintenant c'est à nous, à vous, de discuter, de poser des questions. N'hésitez pas, hein, voilà, si vous avez des commentaires, des choses vous avez envie de partager. Oui. Ah. Moi, je me rase. Il y a des micros. Hein. Attendez, on va peut-être passer des micros parce que comme ça, est-ce qu'il y a un micro dans la salle? Merci. Merci. Bravo. Des petites choses. Oser, on est là. Aussi, on est des citoyens soignants. Donc voilà. Hein, moi, oui. Allez, Sylvie. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces belles présentations qui nous ont rappelé, rafraîchi ou appris plein de trucs. Et je voulais parler en tant que clinicien à la base. Je suis kinésithérapeute, physiothérapeute de formation. Et j'ai été interpellé par une phrase dans l'intervention du placebo-nocebo qui était « on doit tout dire à notre patient ». Et j'ai changé souvent d'avis sur cette question-là. Et j'aimerais avoir la réponse de tout le monde parce que j'aimerais en être sûr. Je ne suis vraiment pas sûr des réponses à cette question. Je suis resté très théorique dans le « on doit tout dire à notre patient », mais si on veut justement proposer un effet placebo à notre patient et limiter le nocebo, identifier justement ces risques-là, on se doit bien sûr d'un devoir d'information. Tout dire, c'est un bien grand mot. Hein. Vous avez tout à fait raison. Mais en fait, je pense que oui. Parce que maintenant, si on est dans une relation avec le patient, je pense que surtout ce qui est très, très important, c'est de répondre à ce qu'il vous demande. Et quand il vous pose une question, de bien s'assurer que la réponse qu'on donne est suffisante, quitte à lui demander de reformuler. Ça ne prend pas tellement de temps que ça. Mais je pense que si un patient vous pose une question en vous regardant droit dans les yeux, je pense que vous aussi, en étant professionnel, il faut répondre à la question. Et on se bloque beaucoup en mettant des défenses, pensant protéger le patient. Et il faut faire attention parce qu'on a quand même un individu qui pense, qui a le droit de vivre ses propres combats. Et je pense que le plus on sera justement dans une relation d'empathie et en répondant à ces questions, le plus il pourra céder. On est aussi dans une société où maintenant on sait qu'on a tous accès à l'information, par quelque moyen que ce soit. Et le médecin ou le soignant est un messager justement de ces informations-là, mais le patient pourra y accéder quelle que soit l'issue. J'en ai parlé, moi, dans mon petit speech. Anderson en a pas mal parlé aussi. Ce qui, finalement, serait peut-être le plus important, ça reste la forme, ça reste la manière dont on va annoncer les choses, dont on va échanger des choses avec les patients. Et même si on dit tout, ou en tout cas le maximum, c'est plutôt dans la forme, en fait, que les choses vont prendre toute leur importance. Oui. Et c'est vrai que c'est une question éthique. Moi, pour préparer aussi cette intervention, j'avais écouté des conférences sur l'éthique qui sont sur le net, hein, que vous pouvez aller consulter. C'est le groupe éthique d'Occitanie, je pense, qui fait ça. Et donc, il y a une série de 5 conférences sur
le consentement, etc. Et donc, à un moment, on aborde l'information au patient. Et dans ces échanges, il y a une juriste aussi qui est là et qui dit que c'est un droit pour le patient d'être informé, qu'on se doit de l'informer. Mais il y a une nuance, il y a aussi, dans la mesure de ses possibilités de compréhension et de son état. Et d'où l'importance d'avoir créé une relation bienveillante et d'empathie pour aller aussi percevoir ce qu'il est capable d'entendre et en tout cas de pouvoir l'accompagner, parce que les mots peuvent être violents et il peut ne pas être en mesure de tout recevoir à tout moment. Il y a aussi une progression dans le parcours de prise en charge et il y a des moments pour annoncer certaines choses. Il faut laisser le temps aux gens aussi d'avaler les informations, de les digérer et tout dire en bloc d'un coup peut les écrouler. Donc, ce n'est pas une histoire de cacher, c'est une histoire de pouvoir dire les choses au bon moment en étant au plus proche de ses attentes, de ses demandes. Donc, il faut le questionner et pouvoir amener les choses avec des propos dont on a conscience que les mots peuvent être lourds de sens. Et c'est en ça que nos formations sont importantes et qu'on se doit aujourd'hui de se former à cette communication et à l'emploi des mots. Si je peux me permettre d'ajouter, je souscris entièrement à ce que mes collègues ont dit, et je pense que la clé, c'est la forme, la façon dont on apporte les choses. Je vous donne un exemple concret. Vous allez voir votre médecin ou votre soignant, et votre médecin vous dit « En fait, je ne sais plus quoi faire avec vous. J'ai aucune idée. Bon, on va essayer ce nouveau médicament-là, mais très honnêtement, je ne pense pas que ça va fonctionner. Mais bon, c'est tout ce que j'ai à vous proposer. Essayons ça. » On vient de bloquer complètement l'effet placebo. On vient de tout annuler. Donc, l'idée, ce n'est pas de créer des attentes irréalistes, mais c'est de dire, regardez monsieur, regardez madame, c'est complexe ce que vous avez, mais avec ce médicament-là, je pense que vous êtes dans la catégorie où vous devriez bien répondre. Alors, tout ça, ça va permettre de maximiser l'effet placebo et d'éviter les effets de type nocebo ou nocebo-like. Je me permets même de rebondir sur une de tes conférences passées, parce qu'Arnaud, au Québec, avait donné une magnifique conférence par le passé, c'était l'annonce du diagnostic. Donc, l'annonce d'un diagnostic avec, mon Dieu, on décrit des termes très techniques, avec un visage sévère et tout. Donc, on peut donner ces informations aux patients en relativisant, en lui disant, regardez, monsieur, madame, ce type de changement-là, ça paraît très, très important, très grave. Mais là, pratiquement tout le monde a ce type de changement-là sans nécessairement souffrir de douleur. Donc, je pense que la clé, elle est là. Je pense que je rebondirai aussi sur quelque chose que tu as dit, Romain, c'est que maintenant, on a toutes les informations sur Internet. On peut accéder à tout, on a toutes les informations. Et en fait, ce que le soignant va faire, ça va mettre du relief sur tout ça. C'est-à-dire qu'est-ce qui est plus important, pas important, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte ou pas. Et ça, c'est notre expertise, c'est cette relation, c'est ce relief qu'on peut mettre. Et qui a été exprimé par tous aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette réponse consensuelle. Moi, je voudrais poser une question sur la personne âgée. Parce que ça, c'est problématique actuellement. Comment on peut faire pour améliorer cette prise en charge finalement, parce qu'on sur l'évaluation, on sait ce qu'il faut faire et on n'arrive pas vraiment à les mettre en place. Il y a encore beaucoup de nos aînés, comme tu appelles, nous appelons les personnes âgées, en EHPAD. Quelles seraient les choses qui te paraissent essentielles comment vous faites, Je pense que c'est la sensibilisation. D'abord, de savoir, je vous donne un exemple très concret, une collègue infirmière avec qui j'ai travaillé, et en fait, c'est grâce à elle que j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce type de problématique. Elle me disait, Guillaume, moi, quand j'ai des patients devant moi qui sont violents, agressifs, ma première hypothèse, c'est que c'est la douleur qui est en dessous de ça. Et je vais aller lire le dossier, voir est-ce qu'il y a des cas d'arthrose, est-ce qu'il y a quelque chose. Et évidemment, la douleur n'explique pas, je ne suis pas en train de dire que la douleur explique tous les cas de comportement agressif chez ce type de patient-là, pas du tout. Mais il faut partir avec cette idée-là première. Et elle me disait que très souvent, effectivement, il y avait des cas d'arthrose sévère et tout, où un simple analgésique, de l'acétaminophène, du Tylenol, comme on dit par chez nous, venait complètement changer la donne. Alors, c'est quelque chose de très, très simple qu'on peut mettre en place. Il y a aussi à savoir, donc, reconnaître ces comportements, ces visages crispés, ces comportements de douleur. J'évoquais, il y a des outils qui ont été développés, standardisés, où on peut
documenter tout ça, arriver avec même un score final et voir est-ce que, par exemple, après avoir donné certains analgésiques, je vois ce score diminuer. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. La difficulté qu'on a par chez nous au Québec, et je ne pourrais pas me prononcer sur comment ça se passe ici, mais malheureusement, lorsqu'on a fait quelques projets avec ce type d'outils, et pour le plaisir, j'avais proposé de mesurer combien de temps ça prenait pour compléter cette grille-là. C'était 90 secondes. Et moi, quand j'ai reçu, en moyenne, et quand j'ai reçu ça, j'ai dit « Wow, c'est génial! En 90 secondes, on est capable d'évaluer la douleur chez une personne. » Et l'infirmière en question, elle m'a dit « Guillaume, viens sur le plancher un petit peu, voir comment ça se passe. Voir si on peut prendre 90 secondes comme ça régulièrement avec tous nos patients. Parce que par chez nous, c'est 20, 24 patients dont les gens ont la responsabilité. Alors, c'est énorme. Alors, ça reste un défi. Alors oui, les grilles sont là. On est en train d'essayer de travailler. Et notre équipe n'est pas la seule à travers le monde. Est-ce qu'il y a certaines mesures qui pourraient nous permettre de dépister les patients les plus à risque, peut-être, chez qui on pourrait par la suite aller plus loin avec ce type d'outils-là. Mais sinon, une réponse simple pourrait être de financer davantage, d'avoir davantage de personnel pour s'occuper de nos personnes âgées. Tristement, voilà. Ouais. Bonsoir, je suis Kevin Gosselin, kinésithérapeute. J'aimerais avoir votre avis, votre expérience en tant que professionnel de santé sur l'éducation des patients aux neurosciences de la douleur. Est-ce que vous avez la sensation que ça a un impact sur leur modulation ou pas du tout, ou un peu peut-être, je ne sais pas. Alors à Marseille, c'est développé depuis pas mal d'années puisque le dossier avait été fait en 2014-2015. Et quand je suis arrivée à Draguignan, on vient à peine de réussir à avoir l'accord pour le mettre en place. Et il était grand temps. En tant que soignant, on expérimente des douleurs. Mais ça ne fait pas de nous un patient douloureux chronique. À des rares exceptions, on peut être des deux côtés. Et en fait, éduquer le patient à sa santé, c'est vraiment extrêmement important. Surtout que tout change. Avant, à des patients qui souffraient de fibromyalgie, on leur disait « surtout, vous ne bougez plus ». Et maintenant, on est en train de dire à tous nos patients qui sont avec des douleurs chroniques « surtout, bougez ». Et faites pas du sport, mais de l'activité physique adaptée. Donc déjà, ça permet d'adapter les conseils aux patients parce qu'il faut toujours sans cesse donner des données actualisées. Et d'autre part, des patients qui parlent à des patients, c'est vraiment beaucoup plus efficace. Et c'est pour ça que le rôle des patients experts va être primordial. Et d'ailleurs, Martine va pouvoir préciser, parce que moi je parle de l'éducation thérapeutique, mais le rôle du patient expert, c'est vraiment une voie d'avenir. Oui, tout à fait. Puis, ils se sentent, nos partenaires patients avec lesquels j'ai la chance de collaborer, se sentent incroyablement impliqués dans nos projets. Pour eux, ça donne une mission, ça donne une raison d'aide à leur douleur. Puis, je ne peux pas vous parler du profil clinique, parce que je ne l'ai pas, mais je peux vous parler des précédentes éditions du Pentalks qu'on a faites au Québec. On a fait notre 7e cette année. Puis, on a vu le nombre de participants augmenter en flèche. Cette année, il y avait 850 personnes en salle et des milliers de personnes à travers le monde qui nous écoutaient, ce qui démontre bien que les gens veulent recevoir de l'éducation sur la douleur et que c'est important pour eux. Merci de ce témoignage. Non, parce que nous, c'est la première fois qu'on fait ça et je pense que c'est sensibiliser la population, c'est quelque chose. Et en sensibilisant la population, on sensibilise également les soignants dans les établissements. Et ça, je pense qu'on fait monter tout le monde en connaissance. Oui, puis sur scène, dans nos précédentes éditions, on fait monter des partenaires patients qui viennent nous parler de leurs expériences de vie avec la douleur. Partager leur expertise. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Du coup, moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont mises en place par rapport à tout ça et c'est une avancée énorme. Et malgré tout, c'est vrai que par rapport aux personnes âgées, je reviens sur ça, ou par rapport même à des patients chroniques, ou en fait, à Lille, je ne sais pas parce que je ne viens pas d'ici, mais en fait, il y a un énorme
problème d'accès au centre de douleur et un énorme, en effet, problème chez les aînés. Parce qu'en fait, hélas, mon histoire personnelle pour ma grand-mère, on avait demandé une unité de soins palliatifs qui existe, unités de soins mobiles. Et l'infirmière avait été plutôt de mettre en avant. On a rencontré le médecin. Et en fait, ma grand-mère avait aussi un faciès, parce qu'on a parlé de tout ce qui était très physique, puisque hélas, elle avait Alzheimer aussi, et elle ne communiquait plus. Et en fait, ils ont refusé, ils lui ont mis un patch, mais elle a continué et elle est partie, hélas, alors qu'on avait des moyens, on voyait qu'elle souffrait. Et en fait, ça a été très dur. Donc je pense que même déjà pour la personne, mais aussi pour les familles, pour le deuil, c'est comme vous avez dit, les douleurs qui sont physiques, morales, mais il y a aussi après tout le travail du deuil qui peut être compliqué. Et moi, je suis aussi soignante et aidante, mais du coup, je me suis souvent battue pour que mes patients n'aient pas mal, parce qu'en effet, ça prend 5 minutes d'aller chercher un masque qui n'a pas d'effet secondaire. Et en fait, j'ai travaillé aussi avec des patients autistes non communicants qui sont agressifs, parce que du coup, je pense que c'est toutes les personnes qui n'ont pas le verbal. Et en fait, on s'est aperçu un patient qui tapait, qui n'avait pas forcément de comportement tout le temps comme ça. Et en fait, le patient avait une côte cassée, ce qui fait extrêmement mal. Et en fait, du moment où il a eu ses antalgiques, il a arrêté de taper. Donc c'est vrai que c'est vraiment important. Mais pour revenir, en gros, ma question, c'est pour avoir essayé d'accéder au centre antidouleur, c'est soit complet. J'ai appelé plusieurs fois, il n'y a jamais de réponse. Donc je pense qu'il y a aussi l'envers du décor où en fait il y a l'accessibilité à ces soins en fait. Je suis tout à fait d'accord. Et si je peux réagir à tout, merci de votre témoignage. En fait, peut-être, on parlait tout à l'heure, il y a l'accès qui est un véritable problème. Les gens aussi, on parle des aînés, des personnes âgées. Dans une des conférences, on parlait de certaines croyances qui peuvent traîner. Par chez nous, tout ce passé judéo-chrétien n'est pas si loin au Québec. Alors, il y a l'idée il faut souffrir pour gagner notre ciel. Je pense que ça continue à teinter un petit peu certaines personnes. Les aînés qui souvent ont peur de déranger les autres. Cette crainte-là de déranger. Non, je ne dérangerai pas mon garçon, ma fille, c'est une douleur. C'est normal de souffrir en vieillissant. Il y a cette pensée-là aussi qui est très présente. La peur des médicaments, des opioïdes, qui fait peur à beaucoup de gens. Donc, il y a autre chose que des opioïdes, évidemment. Mais donc, il y a tout ça qui vient teinter, en plus de la difficulté d'accès. J'ajouterais aussi qu'on a un rôle à jouer, comme membre de la famille, comme soignant, comme soignante. À l'autre bout du spectre, il y a des histoires pas beaucoup plus drôles, avec des jeunes enfants qui, jusqu'à relativement récemment, on opérait sans même aucun analgésique, sans analgésie, parce qu'on disait que les voies de douleur n'étaient pas encore matures, donc ces enfants-là ne ressentaient pas la douleur. Alors, à ces deux bouts du spectre, il y a des gens qui, malheureusement, ne peuvent pas communiquer leur douleur, et on a un certain rôle à jouer, nous, je pense, comme société, comme soignant, comme soignante, pour lever la main et dire « cette personne-là souffre, il faut faire quelque chose ». Je vais peut-être reprendre la main en tant que présidente de la SFETD. Il faut savoir que nous on propose un programme de l'heure qui va sur 3 axes, qui sont exactement le parcours du patient, la formation des soignants et les patients les plus vulnérables. Donc ces 3 axes, c'est ce que vous venez de dire, c'est nos difficultés. Oui, c'est vrai que les structures de l'heure, elles sont là, il y a un maillage territorial, on est partout dans toutes les régions, mais on est des structures qui sont fragiles. On est fragile et on se bat pour justement leur pérennisation. On travaille beaucoup, on a obtenu certaines choses cette année, dont des postes d'assistants pour les plus jeunes médecins, 20 postes d'assistants, c'est beaucoup, 20 postes d'assistants quand même dans toute la France, pour pouvoir justement avoir la suite des praticiens hospitaliers qui vont les remplacer. Mais c'est une réelle préoccupation de notre société. Vous verrez tout au long du congrès comment on aborde ces points-là et tout ce qu'on essaie de faire
pour pallier ce problème. Mais après, ce n'est pas un seul problème de structure. Hein. Là, on parle beaucoup de patients en ville. Les patients pour prendre en charge, des fois, ils n'ont pas besoin d'avoir des soins très spécialisés pour arriver aux structures. On veut monter tout le monde en connaissance, en sensibilité. C'est pour ça qu'on fait des soirées comme ça. Voilà. Là, votre cas et les cas qu'on parle de patients, c'est des soignants, tout simplement, qui doivent évaluer et, comme dit, mettre les premiers traitements de la douleur. Hein. Donc, voilà, il y a aussi beaucoup de choses qui se font vers la ville et pour la ville et également, hein, il y a la Haute Autorité de Santé qui est en train de réfléchir, enfin qui va publier ici des recommandations sur le parcours des patients pour mieux améliorer entre la ville et les structures de douleur. Voilà. Alors, quelques chiffres. La douleur chronique, c'est 30% de la population. Les personnes qui sont traitées en centre antidouleur, c'est 3%. Voilà les chiffres. Et effectivement, avec la HAS, j'ai eu l'honneur par la CFETD de travailler avec Gérard Mick et Séverine Conradi à un projet de la HAS qui est le parcours du patient douloureux chronique. Et ce qui est très important, c'est qu'il va s'axer entre la ville et l'hôpital. Et je pense que la douleur est un modèle de ce qu'on appelle la responsabilité populationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une pyramide. Et les gens qui ont mal, un certain niveau de douleur, devraient être tous pris en charge par la médecine des soins primaires, c'est-à-dire la médecine de ville. En cas de complexité, il y aura un parcours pour voir des médecins de spécialité, rhumatologues, neurologues, chirurgiens. Et on pourrait grader ainsi la prise en charge où les différentes techniques et innovations qui sont présentées dans les structures de la douleur pourraient effectivement se mettre dans la pyramide, car il est évident que les structures de la douleur ne peuvent pas gérer les 30%. Mais en améliorant le parcours, on pourrait faire que la base connaisse mieux la prise en charge de la douleur et que le parcours soit balisé pour qu'il n'y ait plus ce retard, puisque l'arrivée dans un centre, hein, c'est 5 ans minimum. Et 5 ans avec des douleurs chroniques, qu'est-ce que c'est long? Et malheureusement, quand il y a des situations où la personne est très âgée, ou pour les jeunes enfants, mais aussi pour n'importe quel patient, on sait que plus la prise en charge va être tardive, plus il a des risques de se chroniciser. Et donc vraiment, c'était un sacré défi, cette recommandation de la Haute Autorité de Santé. Elle va sortir dans les mois prochains. Mais d'emblée, on travaille déjà avec les outils, parce qu'il va falloir créer des outils et des organisations pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que c'est bien de acter qu'il faut faire quelque chose, mais il faut aussi avoir les outils pour pouvoir le faire, sachant qu'on ne va pas avoir une enveloppe. Les fonds restent constants, et donc on va devoir faire plus, mieux, mais pas forcément avec des moyens financiers. Et donc c'est pour ça que je parle de responsabilité populationnelle, parce que quelque part, la balle est peut-être aussi dans notre camp en tant que citoyen. Merci Virginie. Il est 9h30, nous devons rendre cette belle amphithéâtre. Et donc je vous propose qu'on se applaudisse tous de nouveau et qu'on se retrouve l'an prochain à la même période. Une dernière petite question peut-être. Merci. Est-ce que je peux me permettre de conclure avec une toute petite question? Encore moi. On m'a passé le micro. J'en ai déduit que j'avais le droit. J'ai beaucoup entendu ce soir du bio, du psycho, du social, même de la réalité virtuelle pour Martine. Et je me dis, du coup, on sort d'ici avec plein d'horizons, plein d'idées. Et je me dis, pour les jeunes qui ont envie de faire une thèse ou qui ont envie de commencer une carrière dans la recherche, finalement, vers où on s'en va? Quels sont les nouveaux axes? Vers où il faut aller? Quels sont les nouveaux objectifs prometteurs, en fin de compte? Oula, il y a tellement d'objectifs prometteurs, c'est très très large, c'est ça la douleur. On a plein d'axes très très différents. On peut être sur le biologique, sur la recherche, sur la relation. Je pense qu'il y a tellement d'axes qu'il faut suivre son cœur. Voilà. Si je peux me permettre très rapidement, je pense qu'il ne faut surtout pas donner de réponse à cette question-là. Ouais. Parce qu'on va vous guider. Il faut vous écouter et vous laisser aller dans toutes les directions. Merci. Ouais.